Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour François. Bonjour Mickaël. Alors François d'Archambault, qui fait partie de la commission scientifique de la LIFRAS. Tu es animateur dans cette commission, mais tu es aussi biologiste, docteur en limnologie. Mais qu'est-ce que c'est que limnologie ? Oui, c'est vrai. Alors, la limnologie, c'est pas un mot qu'on entend souvent. C'est l'étude spécialisée sur les milieux d'eau douce. Alors, tu travailles aussi à la région wallonne, au SPE Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à la direction de la nature et de l'eau. Et tu es en charge de la surveillance de l'état écologique des rivières et des plans d'eau. C'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. C'est une directive européenne qui nous amène à devoir évaluer la qualité de l'ensemble de nos milieux naturels, que ce soit terrestres ou aquatiques. Et en effet, je coordonne l'équipe qui fait l'évaluation de l'état écologique des systèmes aquatiques en région wallonne. Et on va donc profiter de tes connaissances pour parler d'un poisson qui peut être le roi de nos rivières ou de nos plans d'eau. C'est le brochet, le grand brochet. Oui, alors en tout cas, c'est l'espèce qui fascine souvent le plus les jeunes plongeurs. C'est l'espèce qu'ils ont envie de voir, sans doute avec un petit peu de crainte, mais sans doute aussi déjà avec un peu d'admiration. C'est quoi son nom scientifique ? Esox lucius. Oula. Oui. Ce qui veut dire. Alors, Esox, ça veut dire brochet en fait, parce que Esox c'est un vieux mot d'origine celte qui voulait probablement déjà signifier brochet. Et les Romains appelaient le brochet le lucius déjà à l'époque. Probablement un lien avec lux, la lumière, de manière à refléter le côté brillant de ses écailles et de sa peau. Donc, quand on a composé son nom, on a pris à la fois le nom celte et le nom romain. Eh bien voilà, on a déjà appris beaucoup de choses. Alors moi, j'aurais voulu savoir, le brochet, on a l'habitude de le voir quand on plonge, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces ? Alors, chez nous, non, il n'y a qu'une seule espèce, Esox lucius, mais dans le monde, il y a une dizaine d'espèces de brochets. Alors, le nôtre, qu'on appelle le grand brochet, a une distribution assez large. Alors, tiens, je vais t'apprendre un petit terme de biogéographie. On dit qu'il a une distribution holarctique. Ça veut dire qu'on le rencontre tout au long de la zone arctique et en région tempérée. Donc, on va le trouver, notre grand brochet, on va le trouver aussi bien en Amérique du Nord qu'au nord de l'Europe, en Sibérie. Et donc, il va descendre en Europe, il va descendre à peu près jusqu'au bassin méditerranéen. Alors, tu nous parles de régions qui sont toutes situées dans l'hémisphère nord. Ça veut dire qu'on n'en trouve pas au sud de notre planète ? Oui, non, il n'y en a pas, en effet. Il ne se trouve que dans l'hémisphère nord. Alors, si on prend l'exemple de l'Amérique du Nord, on ne va pas trouver que le grand brochet. On va trouver d'autres espèces de brochets, dont le plus grand de tous, le Esox maskinongois, donc le maskinongé, un nom d'origine nord-amérindienne, qui est un très, très beau brochet également, que j'ai eu la chance d'observer une fois sous l'eau. Fantastique. Mais alors que chez nous, il n'y a que le grand brochet qui peut vivre. Eh bien voilà, donc on sait où on doit prendre nos prochaines vacances pour voir un brochet encore plus extraordinaire. Alors on le connaît, mais s'il fallait le décrire, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Ah oui, bonne question. C'est une torpille, c'est un poisson très élancé, un corps rond, terminé par une nageoire condale, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure probablement, et une tête vraiment très particulière, une tête avec une sorte de bec de canard, donc une tête aplatie du haut vers le bas, donc dorso-ventralement. Il a une des couleurs verdâtre, brunâtre, parsemée de points jaunes. Souvent, c'est un poisson que les plongeurs reconnaissent assez vite quand on leur a montré. On ne peut pas le confondre avec un autre. Alors, il fait la joie des plongeurs, il fait la joie des pêcheurs aussi. On voit souvent des photos avec des brochets qui sont quand même relativement grands. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur poids ou leur taille ? Généralement, nous, on va l'observer en plongée entre 50 cm et 1 mètre, mais on a recensé des individus qui font jusqu'à 1m20, 1m30. Je pense que le plus grand jamais observé, mais qu'on ne trouve plus dans nos régions aujourd'hui, c'était en Irlande. Il faisait plus de 1m50. 1m50. Et donc, en effet, le pêcheur sportif l'aime bien parce que ça fait des combats homériques à pouvoir rencontrer quand on rentre à la maison. Alors, je pense qu'il a une dentition aussi un peu particulière. Oui, et c'est assez connu. Il a jusqu'à 500 dents qui parsèment sa mâchoire supérieure et sa mâchoire inférieure. Ce ne sont pas des grosses dents, mais ce sont des dents très pointues, insérées vers l'arrière, qui lui servent vraiment à capturer sa proie. Alors, ce ne sont pas des dents masticatrices, c'est des dents qui lui permettent de croquer un bon coup dans sa proie et d'empêcher de toute chance à sa proie de s'en échapper.
Alors, tu as parlé de dents masticatrices, mais comment est-ce qu'il va manger sa proie? Comment est-ce qu'il va la digérer? Ah bah, il l'avale entière, hein. Donc généralement, c'est une attaque soudaine, abrupte, et il va attraper sa proie latéralement avec son corps au milieu de son corps, et puis par des mouvements de bouche, il va réussir à le réorienter pour que la tête de sa proie rentre en premier dans son œsophage. Et il va l'avaler tout cru, j'ai envie de dire. Eh bien, alors, on a parlé de répartition géographique, mais dans les courroux d'eau ou dans nos plans d'eau, où est-ce qu'on va le trouver? Oui, alors c'est une espèce qui a une distribution dans nos milieux assez large. On va le trouver à la fois dans les eaux courantes, donc dans les grands fleuves, dans les grandes rivières, dans le bas des grandes rivières, mais également il aime bien les milieux d'eau plus calmes comme les lacs, les étangs, les mares et nos carrières de plongée. Est-ce qu'on peut catégoriser ce type d'habitat pour un poisson? Oui, alors si on veut apprendre des mots, c'est peut-être l'occasion. Alors, de fait, il va vivre à la fois dans des milieux dits lentiques, des milieux où les eaux sont dormantes, les eaux sont calmes, mais on va le trouver également dans des milieux dits lotiques, donc les eaux courantes. François, c'est un poisson qu'on trouve dans les rivières, mais on le trouve aussi dans les carrières. Le plongeur a l'occasion de l'observer. Comment est-ce qu'il arrive dans les carrières? Oh, il a certainement été introduit par quelqu'un. C'est pas un poisson qui s'est sauté d'un milieu à l'autre comme ça. Donc, dans les milieux fermés, il a été introduit par quelqu'un qui voulait qu'on l'observe, qu'on le voie, ou pour le pêcher dans les étangs, simplement. Il y a cette anecdote aussi. On fait cet enregistrement à la carrière de la Gombe, et puis il y a un nouvel arrivant, un nouveau brochet. Tu sais d'où il vient? Oui, alors c'est vrai que les plongeurs habitués à la Gombe ont été surpris de l'observer depuis quelques mois maintenant, d'autant que c'est un brochet très amical. On voit bien que c'est un brochet qui est habitué à l'humain, et de fait, il vient de l'aquarium Van Beneden de l'Université de Liège, qui nous l'a offert il y a quelques semaines pour égayer nos plongeurs. Et de fait, j'espère que tu auras la chance de plonger prochainement à la Gombe et que tu pourras l'observer. Tu verras que c'est un poisson vraiment qui s'approche du plongeur et très curieux. C'est vrai que le brochet, de manière générale, n'est pas vraiment farouche avec le plongeur. Non, c'est un poisson évidemment qui n'a pas beaucoup de prédateurs, donc il est rarement effrayé par les autres organismes vivants qu'il va croiser, et il va montrer parfois une certaine curiosité vis-à-vis de l'humain. Je pense que la question qui se pose quand il nous voit, c'est vraiment est-ce qu'il s'agit d'une proie ou pas d'une proie. Maintenant, c'est un poisson qui a tellement de bonne vue qu'il est capable de nous distinguer, et il ne faut pas s'en inquiéter, il ne va pas nous attaquer, il va très vite comprendre que d'une part on est sans danger pour lui et qu'on n'est pas comestible. Tu nous as parlé de sa vision qui était excellente. C'est une vision qui lui sert dans son rôle de prédateur, dans son rôle de chasseur. Oui, très clairement, hein. C'est un chasseur diurne, donc la nuit il dort comme nous, comme toi et moi, mais la journée c'est son mode d'activité préférentiel, et donc il chasse à vue. En effet, c'est un chasseur opportuniste qui va attraper ce qui lui passe devant son bec de canard, et il guette sa proie, l'observe longuement avant de décider d'un bond de nageoire caudale d'essayer de l'attraper. Donc c'est un chasseur à l'affût. Et c'est sa vision qui lui permet en effet de repérer sa proie, de l'identifier et de la capturer. Et qu'est-ce qu'il mange? Alors voilà, c'est un poisson opportuniste, on l'a dit, donc son alimentation va varier au cours de sa croissance. Quand il naît, il commence avec des proies de relativement petite taille, et puis la taille de ses proies va augmenter en même temps que la taille de son corps au fur et à mesure de sa croissance. C'est un poisson relativement agressif, donc il peut attaquer des congénères sans aucun souci. C'est un poisson cannibale, il va se nourrir de ses copains, de ses frères, de ses sœurs, s'ils sont en densité trop importante. Et puis lorsqu'il est adulte, il peut capturer à peu près tous les animaux qui font maximum la moitié de sa taille. Donc on a déjà vu des brochets même attaquer des poussins ou des oiseaux flottants, par exemple. La moitié de sa taille, c'est vrai que ça, Oui. proportionnellement, c'est important. Hein. Oui, on imagine un brochet d'1,20 m, donc oui, il peut capturer des proies très importantes. Est-ce qu'il a un rôle de régulateur au fond de l'eau? Oui, c'est des études amusantes qui ont été menées en particulier par les scientifiques américains dans les années 80-90. On s'est rendu compte qu'en effet, ces top prédateurs de les milieux aquatiques exerçaient un rôle considérable. Donc, dans cette pyramide, dans cette chaîne alimentaire, ce qui se passe tout en haut, la présence ou l'absence de ces top prédateurs, aura une influence jusque tout en bas de la pyramide alimentaire. Et donc, la présence de ces grands prédateurs, le grand brochet chez nous, aura par exemple un impact y compris sur la transparence de l'eau. Ah bon? Oui, alors si tu veux, je t'explique un petit peu plus. Ce brochet, par son action de prédation, va réguler les poissons consommateurs qui sont juste en dessous de lui, en particulier, par exemple, chez nous, les gardons, qui sont des espèces planctonophages quand ils sont jeunes. Planctonophages, ils vont surtout manger donc du plancton et du plancton animal, donc du zooplancton, des daphnies, par exemple. Et en
présence de ces poissons zooplanctonophages, on voit moins de zooplancton et donc en conséquent plus de phytoplancton, plus d'algues microscopiques qui flottent dans l'eau et la conséquence de ça, c'est évidemment une faible transparence de l'eau. Donc quand les gardons dominent l'écosystème, on a généralement plutôt un milieu sombre avec beaucoup d'algues. À l'inverse, si tu rajoutes un prédateur, top prédateur là au-dessus, on aura le phénomène inverse. On aura principalement moins de gardons, moins de cyprinidés, moins de carpes, et donc du coup un peu plus de zooplancton et donc un peu moins d'algues microscopiques qui perturbent la vision du plongeur. Eh bien voilà, on a appris quelque chose. Maintenant, chaque plongeur va adopter un brochet pour aller plonger dans nos carrières et pour avoir une eau plus claire. Voilà. Et donc, je t'ai dit aussi que c'est une espèce qui s'autorégule, qui régule sa propre population. Quand il manque de proie, il va se nourrir de sa propre espèce. Donc, il ne faut pas craindre d'avoir dans un écosystème, par exemple, trop de brochets parce qu'ils vont s'autoréguler par eux-mêmes. Le brochet est un chasseur, mais il organise aussi son espace. Oui, il occupe son habitat en se déplaçant selon son activité. Et par exemple, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est qu'il avait des zones d'alimentation, des zones de repos, mais également des zones pour produire ses déchets, pour produire ses fesses. Parce qu'en effet, on soupçonne que ces fesses, ces déchets alimentaires, contiennent des phéromones d'alerte qui mettent un petit peu en stress ses proies. Et donc, c'est pas une très bonne idée d'aller déféquer, si tu veux, auprès de son garde-manger, sinon ces poissons vont fuir. Donc on a en effet réussi à démontrer ce comportement-là chez le brochet. Il s'éloigne de ces zones de nourriture préférentielle au moment où il doit déféquer. Le brochet paraît relativement sédentaire. Est-ce qu'on a une idée de l'espace qu'il occupe au fond de l'eau ? Alors c'est relativement vrai 10 mois par an, j'ai envie de dire. Évidemment, dans nos carrières, son déplacement est relativement limité, mais des études récentes menées par l'Université de Liège, entre autres, ont montré qu'en milieu naturel, en particulier dans les grands cours d'eau, il était capable de migrations très importantes au moment de sa reproduction. Tu as un exemple ? Oui, alors des études avec des radiopistages menées ici dans l'Ourthe, juste à côté de notre belle carrière de la Gombe, a montré qu'un brochet avait été capable de faire jusqu'à 15 km entre sa zone d'habitat et sa zone de reproduction. Et puis 15 km à nouveau après la reproduction dans l'autre sens. Donc sur 2 mois de temps, il a parcouru 30 km en se déplaçant dans l'Ourthe. Mais pourquoi parcourt-il une telle distance ? Qu'est-ce qu'il va chercher pour se reproduire ? Oui, il va chercher évidemment des zones propices à son frai, à sa reproduction. Ce sont des habitats qui deviennent malheureusement de plus en plus rares dans nos écosystèmes lotiques. Puisqu'il va se frayer dans des zones enherbées à faible profondeur. Quand tu dis enherbé à faible profondeur, tu peux nous donner une échelle de grandeur ? Oui, alors donc il va pondre ses œufs dans de la végétation. C'est une espèce qu'on dit phytophile, qui aime la végétation pour se reproduire. Il va pondre ses œufs dans des profondeurs entre 20 et 40 cm de profondeur. Ah, pas plus, ah oui, ça c'est étonnant. Et alors, il a une reproduction très précoce. C'est le premier poisson qui se reproduit au cours de l'année. Il se reproduit dès la fin de l'hiver, ce qui lui permet évidemment d'avoir un avantage de taille par rapport à ses proies. Donc, lorsque ces proies vont naître un petit peu plus tard, en avril, mai, juin, il aura déjà quelques centimètres de plus et ça lui permettra de les attraper. Et donc, fin de l'hiver, chez nous, traditionnellement, on avait une montée des cours d'eau liée à la fonte de la neige ou à l'accumulation de pluie hivernale. Et donc, il profite, dans toute la région où il est distribué, il profite de cette montée d'eau à la fin de l'hiver pour aller dans les plaines inondables afin d'y pondre ses œufs. Et donc, ça pose évidemment des difficultés aujourd'hui avec nos cours d'eau qui sont de plus en plus canalisés, avec des berges artificielles, avec également des modifications climatiques où ces crues post-hivernales sont un petit peu moins présentes. Comment fait le brochet pour se reproduire, par exemple, au lac de la Plataille, où justement il y a une variation de niveau, il y a une sorte de marnage ? Oui, ces marnages-là, dans les milieux relativement artificiels comme la Plataille, posent problème pour beaucoup d'espèces, en particulier pour ces espèces phytophiles qui ont besoin de végétation pour pondre. Et donc, tu as connu comme moi les grands herbiers que l'on observait à la Plataille il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, qui aujourd'hui n'existent quasiment plus à cause de l'augmentation du marnage de ce plan d'eau-là. Marnage, donc c'est la différence de niveau d'eau entre... On pourrait dire marée haute et marée basse, mais voilà, entre les périodes de haute eau et de basse eau. C'est le gestionnaire du barrage qui travaille comme ça aujourd'hui actuellement. Et donc, ça, en effet, tue la présence de ces herbiers et ça pose problème à des espèces comme le brochet, dont la reproduction à la Plataille est de plus en plus compliquée. Est-ce qu'on peut y répondre d'une certaine manière ? Est-ce qu'on peut lui trouver des sortes d'herbiers artificiels ? Oui, ce sont des choses qui ont été mises en place il y a déjà quelques années, entre autres par la Maison Wallonne de la Pêche, qui s'occupe du secteur associatif de la pêche en région Wallonne.
jeune, on peut créer des frayères artificielles, des substrats artificiels sur lesquels le brochet va venir pondre. Alors, fin de l'hiver, on va assembler des branchages de végétation. Fin de l'hiver, ce qu'on trouve, ce sont des sapins, par exemple, des branches de sapins que tu peux assembler sur un radeau. L'idéal, c'est que ce radeau soit flottant, évidemment, parce que comme ça, s'il y a des modifications du niveau d'eau, le radeau va pouvoir suivre ces évolutions-là. C'est des choses qui ont été mises en place au lac de Robertville, de Butchenbach, mais également à la Plataille. Mais voilà, on sera attentif. Alors moi, j'ai envie de savoir aussi, est-ce que la femelle, elle pond beaucoup d'œufs ? Ça dépend directement de sa taille. Une grosse femelle va évidemment pondre plus, une plus jeune pondre moins. Donc les mâles arrivent les premiers sur les zones de frai, attendent les femelles, et puis une femelle généralement plus grande, plus grosse à ce moment-là arrive, et 2-3 mâles tournent autour d'elle. Et elle va venir pondre ses œufs par petites séquences, en le disséminant sur l'ensemble de la zone de frai, suivi directement par 2-3 mâles qui ne se chassent pas nécessairement. Il y a des vidéos qu'on peut voir comme ça, que je trouve fantastiques. Et ça va être des regroupements d'œufs, des poches d'œufs ou... Non, il n'y a pas de structure particulière, donc ce sont de petits œufs de 2 à 3 mm de couleur jaune-orangé qui sont disséminés un petit peu partout. Donc j'imagine qu'on peut les observer, nous, en tant que plongeurs. Oui, on pourrait, oui, si on plonge dans un milieu où on a ces herbiers présents, donc à la fin de l'hiver, février-mars, c'est la période de reproduction du brochet, on pourrait en effet avoir la chance d'observer ces œufs-là, mais il faut aller vite parce que la période d'incubation est relativement courte. J'imagine que dans une carrière comme Floref, c'est peut-être plus facile à observer. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on a encore des beaux herbiers quasiment tout autour de la carrière. Donc, c'est un bel endroit pour essayer d'observer les pontes de brochets. Donc, je t'invite à essayer d'y aller début mars, par exemple. Si tu vois des petits œufs collants dans la végétation, de couleur jaune-orangé, de 3 mm, c'est probablement une ponte de brochet. Le taux de survie est important ou pas ? Non, relativement faible. Donc, en milieu naturel, puisque, par exemple, comme je te l'ai expliqué, ils profitent des crues hivernales pour venir pondre, il peut arriver très vite que la frayère soit exondée, sans eau, et donc la mortalité des œufs est déjà relativement importante. Mais de manière générale, le cycle de vie du brochet est caractérisé par sa mortalité. Fin de l'année, sur l'ensemble des œufs qui ont éclos, 1 seul % sera encore vivant en fin de l'année. Ah oui. On a quand même l'impression que c'est une espèce courante. J'imagine qu'elle n'est pas vraiment menacée. Si malheureusement on se rend compte, en tout cas chez nous, qu'elle est de plus en plus vulnérable, elle est classée au niveau international comme espèce vulnérable, et chez nous en région wallonne, on vient de la classer en tant qu'espèce en danger critique d'extinction. Oui, alors ça, je vois que ça t'étonne. Oui. Oui, parce qu'en fait, on a observé une diminution de 50% des populations wallonnes en à peu près une dizaine d'années. Donc c'est considérable. Principalement dû à la difficulté de trouver des zones de reproduction ou dû à d'autres causes ? Oui, les causes sont pas encore très bien connues ni très bien identifiées. Mais probablement, oui, la banalisation de l'habitat menace fortement cette espèce. Les changements climatiques ont probablement aussi un rôle dans cette diminution. Qu'est-ce que tu veux dire par banalisation de l'habitat ? Mais ce sont des habitats de plus en plus homogènes, avec moins de diversification, moins d'annexes latérales, par exemple. Donc, c'est un poisson pour lequel ce qu'on appelle la connectivité transversale est très importante. C'est un poisson qui a besoin de trouver des zones, en particulier pour le frais, latéralement par rapport à son milieu de vie. Il a besoin de trouver des annexes au cours d'eau. Et donc, cette connectivité latérale, ce lien entre le cours d'eau et la plaine inondable sont des choses vraiment importantes. Alors, je ne sais pas si nous, en tant que plongeurs, on peut faire quelque chose pour améliorer la sauvegarde du brochet, mais je peux te dire qu'il y a une espèce qui revient en Wallonie qui apparemment est assez favorable à son développement. Tu sais de quelle espèce il s'agit ? Oui, j'imagine un petit peu de l'espèce à laquelle tu penses. Est-ce que tu n'es pas en train de penser au castor ? Voilà, c'est cela. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'est vrai que le castor, c'est un animal merveilleux. C'est un ingénieur et un poète, comme quoi il y a moyen de concilier les deux quand on veut. Et c'est à la fois le plus bel ingénieur que la nature puisse exercer. Et puis les habitats qu'il nous propose aujourd'hui par ces barrages sont d'une poésie, pour moi, sans nom. Mais comment est-ce qu'il aide le brochet, justement ? Donc voilà, il fait ses barrages et donc il transforme le milieu en le diversifiant, en le rendant de moins en moins banal, en rajoutant des zones lentiques dans des écosystèmes lotiques. Donc il crée des petites mares, des petits étangs qui vont permettre à ce brochet de peut-être trouver les zones inondables dont il a besoin au moment de sa reproduction. Voilà, c'est une bonne nouvelle en tout cas. François, je te remercie. Je pense même si on a l'impression de connaître le brochet ici, on en a appris, mais beaucoup plus. Voilà, on va sans doute se retrouver pour de prochains numéros. Merci à toi, François. Merci, Michael. C'était vraiment un plaisir. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager ? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet.
À bientôt!